Sommet et Collet, le balado du 1er mai 2022. S'il y a une chose que la foutue pandémie nous aura laissé, c'est sans doute le goût de découvrir la nature qui nous entoure et notre territoire québécois. Certains l'auront adopté un instant, d'autres s'y auront accroché, mais une chose est certaine, notre belle province offre un territoire fabuleux à explorer et pourquoi pas le faire en format micro-aventure. Et c'est ce que je vais jaser avec mon invité, Marie-France Lécuyer. Sommet et Collet est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut tribu, heureux de reprendre le micro pour ce 7e balado régulier parce qu'on va encore parler de rando, de plein air, d'aventure et de brou, puis ça, ça me parle évidemment. Reste-t-il de la neige chez toi? Disons qu'à l'ouest de Québec, en bordure du fleuve, c'est pas mal terminé. On est en pleine mud season, saison de la boue. Sinon, plus au nord, c'est encore la saison du crampon à plusieurs endroits, dans l'est aussi. Mais c'est pas une raison pour arrêter de randonner, à moins que les sentiers soient carrément fermés. Alors là, on s'abstient bien évidemment. La rando, c'est fantastique pour ça, c'est 12 mois par année. À la suite de la sortie de mon guide pratique de la rando disponible à randonneur.ca, j'ai été invité à livrer des conférences dans les bibliothèques municipales et en mai, je vais être le 17 mai à 19h à Saint-Jérôme, capitale des Laurentides, lieu de ma naissance, et le 25 mai 19h aussi à Notre-Dame-des-Prairies dans l'Anaudière. Alors si t'es dans le coin, viens me rencontrer, ça va me faire plaisir de te serrer la pince. Je t'invite encore une fois à m'écrire si tu as des suggestions ou questions, sujets, matériel, invités, peu importe, à alr@alexislerandonneur.com et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, facile, @alexislerandonneur. Tu as été tranquille, par contre, et silencieux, l'auditeur, le mois dernier, mais j'aime te lire et je réponds à tout le monde, alors continue de le faire, s'il te plaît. Pour le numéro 8, mon invité va nous jaser de micro-aventure. On va découvrir ensemble ce que ça signifie exactement. Mais si je regarde son parcours et ses aventures, on comprend que ça se passe beaucoup chez nous au Québec. Mon invité est une véritable artiste visuelle, directrice photo, réalisatrice émergente qui s'intéresse particulièrement à la relation entre l'humain et son environnement. Interpellée par la beauté des grands espaces à l'état sauvage, elle questionne notre rapport au territoire et explore la dimension intérieure de l'aventure. Sa démarche artistique est teintée de son expérience en recherche sociale, de ses expéditions entre mer, montagne et de ses rencontres privilégiées avec la nature et ceux qui osent la défier. À travers un regard sensible et humaniste, son œuvre met en lumière la capacité de l'humain à s'adapter et à faire face à l'adversité. Maintes fois récompensé, son travail photographique a fait l'objet d'expositions solo et collectives au Canada et à l'international. Son premier court-métrage, Territoire intérieur, en 2021, a été présenté en sélection officielle du Frozen River Film Festival, je sors mon anglais là, et du Maine Outdoor Film Festival. Elle a usé aussi ses bottes sur quelques milliers de kilomètres aux quatre coins du globe à la recherche de nouveaux sommets à gravir, de paysages saisissants à capturer et d'histoires inspirantes à raconter. Co-auteur aussi des livres, elles ont conquis le monde en solo aux éditions de l'Homme et Randonnée à vélo, 50 itinéraires de rêve autour du monde chez Ulysse. Elle aime partager ses récits de voyage avec d'autres passionnés d'aventure en quête de sens, de dépassement et d'immensité. Marie-France Lécuyer, salut. Salut Alexis. C'est bienvenue à Sommet et Collet. Merci de l'invitation. Écoute, je pense que j'ai fait un bon portrait de la fille. On va parler aussi quand même de tes projets en conclusion, mais pour l'instant, pendant que je te sers, tiens, une petite bière de l'Alchimiste dont le brasseur en chef Pierre-Antoine Chaussé-Castonguay sera mon invité tantôt lors du segment Collet. Je vais te demander
Comme je le fais avec beaucoup de mes invités, ton lien avec la rando, et si tu te rappelles de tes premières sorties plein air. Ouais, en fait, mon lien avec la randonnée comme telle a débuté un petit peu plus tard, là, au début de l'âge adulte, mais sinon, pour le plein air, je dois dire que, tu sais, mon père, moi, c'est un grand sportif, donc le plein air, puis l'activité physique, en général, ça a quand même été inculqué assez rapidement là, dans mon enfance, autant, je veux dire, à 4 saisons. Là, puis le premier souvenir de randonnée que j'ai, mon père est natif de la Côte-Nord, donc à plusieurs fois, on est allé des étés pour des vacances estivales en famille. Puis je me rappelle d'une randonnée sur l'île Grande-Basque. On se rendait là en bateau, puis c'était comme c'est la forêt boréale. Puis c'était là pour moi, c'était vraiment magique. Et puis je suis retournée l'été dernier avec mon père. Là, on a fait un petit road trip, puis on est retourné faire plein de randonnées sur la Côte-Nord ensemble. Puis ça a été une super expérience père-fille, puis ça m'a surtout rappelé des beaux souvenirs d'enfance. Là. Honnêtement, l'île Grande-Basque à cette île, c'était comme encore plus magique que dans mes souvenirs. Là. Donc, un endroit pour toi, justement, que tu as redécouvert. Oui, exactement. Qui t'avait marqué. Et là, j'imagine que tu le vois avec tes yeux de femme maintenant. Oui, Est-ce que c'est différent? Je le vois différemment, mais je pense qu'il y a quelque chose quand même... tu sais, moi, quand je me retrouve dans la nature puis en randonnée, il y a quelque chose qui me ramène peut-être un peu à l'enfant. Tu sais, il y a quelque chose de brut, de pur, de l'ordre, de la connexion, du moment présent, comme si je revenais toujours à l'essentiel, finalement. Fait que je pense que, oui, je le vois aujourd'hui avec mes yeux d'adulte, mais encore avec un cœur d'enfant. Écoute, on va jaser de tes aventures et surtout de micro-aventures. Peut-être d'entrée de jeu pour les auditeurs, qu'est-ce que ça veut dire, micro-aventure? Bien, la micro-aventure, en fait, ça renvoie à cette idée qu'on n'a pas besoin de partir super loin, de traverser les frontières ou même de partir pendant des semaines ou des mois pour assouvir là, nos envies d'évasion. T'sais. L'aventure, finalement, est à notre porte, est dans notre cour, est ici autour de nous. Puis ça renvoie à cette idée de se réapproprier un peu plus son environnement et son territoire immédiat. C'est beaucoup associé à la tendance du plein air de proximité. Puis je dirais que là, depuis 2 ans, dans le contexte de la pandémie, sans le savoir, on s'est adonné beaucoup à la micro-aventure. Là. On n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans, tu sais, puis le fait de découvrir ou de redécouvrir l'environnement, le territoire qui nous entoure, c'est aussi, tu sais, on parle beaucoup, du leave no trace, de l'importance de ne pas laisser trop de traces en nature puis sur les sentiers. Mais la micro-aventure, ça a aussi cet avantage-là de pratiquer le plein air sans avoir une empreinte écologique trop grande parce qu'on se retrouve finalement à explorer des endroits qui sont pas trop loin de chez nous. Là. Marie-France, tu as effectué plusieurs voyages, plusieurs longues randonnées. Tu as débuté, écoute, peut-être que je me trompe, mais par le Kilimandjaro en 2013, un événement marquant pour toi. Ça suivait, en plus, je pense, le décès de ta maman. Exactement, oui. Donc, ça avait quelque chose quand même de significatif. Oui. Puis tu me demandais ma relation avec la randonnée puis la longue randonnée. Clairement, mon attachement à la randonnée puis aux montagnes débute là dans cet événement-là de ma vie. En juin 2012, ma mère s'est fait diagnostiquer un cancer et puis rapidement, moi, je me suis impliquée auprès de la Société de recherche sur le cancer. Je pense que c'était ma manière un peu de contrer le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir quand on fait face à une situation comme celle-là, tu sais. Puis donc je me suis inscrite à un défi qui était une collecte de fonds évidemment, on amassait des fonds pour la Société de recherche sur le cancer. Puis le challenge SRC, c'est aussi un défi physique. Donc moi j'avais choisi de faire l'ascension du mont Kilimandjaro en Tanzanie. Et initialement, le plan, c'était que ma mère vienne m'accompagne en Tanzanie, puis m'attendre au pied de la montagne. Puis on avait planifié faire un safari mère-fille. C'était comme un beau projet qui venait créer aussi un point d'ancrage dans le futur finalement, parce que ce projet-là avait lieu 1 an plus tard. Mais malheureusement, au fil des mois, son état s'est dégradé assez rapidement. Puis je me souviens, à peu près 1 semaine avant son décès, elle m'a dit, Marie-France, je pense pas que je vais pouvoir être là avec toi. T'sais, c'était comme sa manière un peu d'aborder la fin, d'aborder la mort. Puis
moi, à ce moment-là, j'ai dit, écoute, maman, tu vas venir avec moi. J'ai fait la promesse d'amener ses cendres au sommet du Kilimandjaro. Donc, cette première grande randonnée, parce que c'était ma première expérience en haute montagne. J'avais déjà fait de la rando ici au Québec, un peu aux États-Unis, mais jamais un projet d'aussi grande envergure, tu sais. Puis là, soudainement, cette aventure-là prenait un sens complètement différent, tu sais, parce que c'est devenu un voyage qui était très associé à mon deuil. Puis je voyais, en fait, l'atteinte de ce sommet-là un peu comme la finalité de mon deuil. Tu sais, comme si, rendu au sommet, j'allais pouvoir clore un chapitre. Puis que ça allait mettre fin à, tu sais, toutes mes souffrances, puis tout le bagage émotionnel, mais en même temps, tu sais, je pense que... Tu te rends compte rapidement que c'est pas ça qui arrive. Ça, tu sais, que le deuil, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui est jamais vraiment achevé. On apprend à vivre avec, tu sais. Puis je me souviendrai toujours de... C'est ce moment-là où j'ai atteint le sommet, là, clairement, je réalisais précisément à ce moment-là que la fin de mon chapitre de deuil, c'était le début de quelque chose d'autre. C'était le début d'une grande aventure pour moi. Puis c'est à partir de ce moment-là vraiment que l'aventure est entrée dans ma vie puis a pris de plus en plus de place parce que j'étais comme envahie de cette envie-là de vivre pour deux, de profiter de la vie au maximum. Puis comme si je voulais plus me mettre aucune limite finalement, tu sais. Puis, ça a été ma première expérience aussi de connexion profonde avec la nature, avec l'environnement. Je découvrais comme toute la dimension plus introspective, psychologique, intime même de l'aventure. Oui, là, t'as le temps de penser quand tu fais une montagne comme le Kilimandjaro. Oui. Pas à pas, centré sur soi. On réfléchit beaucoup. Oui, ça se fait dans la lenteur, tu sais, dès qu'on est au-delà de 4500, 5000, là, il y a un rythme qui est très lent, puis il y avait quelque chose pour moi de tellement beau aussi dans cette lenteur-là, tu sais. J'aurais voulu que cette journée-là vers le sommet se termine jamais, je pense. Elle a été un peu interminable, en fait, là. Ça a été une journée de 14-15 heures, tu sais, qui a débuté avant le lever du soleil, mais de progresser lentement comme ça, tu sais, sur la montagne, dans les cendres aussi du volcan, tu sais, éteint, là, c'est une poussière grise, donc de marcher dans les cendres, pour moi, il y avait quelque chose de tellement fort, tellement symbolique, tu sais. J'en garde un précieux souvenir, puis c'est sûr que cette montagne-là, j'y suis attachée profondément, là. Puis ça a été le début de ma belle histoire d'amour avec la longue randonnée puis les montagnes. Je te comprends tellement, Marie-France. J'ai vécu un peu la même chose moi-même sur le Kilimandjaro. Tiens, on va en profiter. Je vais te faire un petit cheers à la montagne qui change les vies. Cheers. Alors donc, c'est en 2013. T'es allé là quoi en janvier? En octobre 2013. En octobre, toi, tu l'as fait en automne. Oui. Et là, comme tu dis, ça change ta perspective sur les choses. Et là, tu as envie d'expérimenter davantage cet environnement-là. Oui. Et là, tu te lances sur d'autres types de projets. Ça a été quoi le suivant? Je me suis lancée sur différents types de projets l'année suivante. En fait, c'est d'abord le Kili, là, c'était un voyage initialement qui devait durer 1 mois. Qui a fini par durer 1 an. Donc, ça a été le début d'un long voyage initiatique en Afrique de l'Est avec mon sac à dos. C'est là que j'ai découvert la photographie parce que je partais pour un voyage qui, à mon sens, allait être le voyage d'une vie. Tu sais, puis je me disais, il faut absolument que je documente ça. Donc, je me suis acheté un appareil photo. J'ai appris comme ça un peu la photo de manière autodidacte. Puis c'est là que le pouvoir de l'image, tu sais, de raconter des histoires en images est entré dans ma vie. Parce que, avant ça, je travaillais comme coordonnatrice de recherche, comme tu le disais plus tôt en intro. Donc, j'étais complètement dans un autre domaine. Donc, ce voyage-là a été un point tournant tant dans ma vie personnelle que professionnelle parce que ça a engendré un changement de carrière. Et donc, un grand goût pour l'aventure. Puis l'année suivant mon retour de l'Afrique de l'Est, donc je suis partie 2 mois au Népal, faire le tour des Annapurna, puis plusieurs randonnées un petit peu plus courtes aussi, en solo toujours. J'avais comme besoin de me retrouver seule. Je pense que le Népal, c'était un peu la continuité de mon premier voyage en Afrique de l'Est, en Tanzanie. Je cherchais des réponses. J'étais encore sur ce chemin-là du deuil à essayer de me trouver, de me rapprocher de moi, de mon essence. Puis il y avait quelque chose d'immensément thérapeutique à me retrouver
dans les montagnes. Puis là, l'Himalaya, ben ça résonnait tellement fort. Il y a quelque chose de grandiose, il y a une énergie particulière, de spirituel. Ouais. Tu sais, c'est des montagnes, des paysages, l'horizon à perte de vue comme ça, c'est immense. Tu sais, ça nous ramène à notre petitesse, à notre fragilité, puis à notre force en même temps. Tu sais, les montagnes, c'est un environnement où la force puis la vulnérabilité se côtoient. Puis là-dedans, il y avait comme vraiment des belles leçons de l'existence aussi pour moi. Tu sais, c'est comme si j'abordais la montagne de manière un peu philosophique puis thérapeutique. Ouais. T'as dû en passer pas mal des cartes, des cartes photos. Ouais. Tu sais, Dieu merci, on est à l'époque du numérique, là, parce que si j'étais partie avec des pellicules, j'aurais trouvé ça difficile. Ça t'aurait pris un duffel bag juste de rouleau de pellicule, ou à peu près. Donc, tu complètes le tour des Annapurna. Là, tu reviens à la maison, tu t'installes un petit peu plus après? Ouais, je suis revenue à Montréal, mais les retours de ces voyages-là ont toujours été très difficiles, hein. Puis je pense que c'est ce qui a fait que j'ai toujours gardé, suite à ça, un petit côté nomade, une envie de repartir constamment. Mon sac de randonnée, mes bottes étaient jamais loin. Puis, tu sais, dès qu'un projet se terminait, il y en avait un autre qui se dessinait. Tu sais, c'était comme d'un rêve à l'autre, d'un projet à l'autre. J'avais besoin de me garder dans cet élan-là, en mouvement, puis de connecter avec la nature. Est-ce que tu avais le sentiment un peu que tu revenais dans un environnement de fou? Je te pose la question parce que lorsque j'ai fait mes premières montagnes, j'avais ce sentiment-là. En fait, les retours étaient vraiment difficiles parce que rapidement, je me suis rendu compte que on se prépare longtemps au départ à ce qui nous attend. On se prépare physiquement, mentalement, techniquement, tout l'équipement aussi. On se prépare quand on part à l'étranger à vivre un choc culturel, on s'informe, on apprend un peu la langue, on apprend sur la culture, l'histoire, tu sais. Une excitation à travers tout ça, constante. Puis on passe beaucoup de temps, mais beaucoup d'énergie à se préparer, alors que le retour, souvent, on fait l'erreur de pas le préparer parce qu'on a l'impression qu'on va revenir à quelque chose qu'on connaît. C'est vrai ce que tu dis. Mais moi, mon constat, c'est que oui, je revenais à un monde que je connaissais, mais en étant profondément changée. J'étais plus la même, puis ça créait toujours un décalage. Donc je revenais dans un monde où j'avais de moins en moins de repères, je me reconnaissais moins, je partageais peut-être moins les valeurs. Donc je me sentais un peu en marge de ça. Puis le fait de repartir constamment, ben c'était pour me retrouver dans un environnement où j'avais la liberté d'être moi-même. Moi, je pense que sur un sentier puis en nature, je me sens complètement libre. C'est l'endroit où je suis moi, complètement, sans compromis, à l'état brut, tu sais, à l'essence de ce que je suis. Là, il y a pas de carapace, il y a pas de couche, on n'est pas dans le paraître, tu sais, on est dans l'être puis dans l'existence puis de ressentir les choses. Ça fait tellement du bien, tu sais. C'est une forme pure de liberté, en fait. Ouais. C'est un sentiment, je pense, que les randonneurs, ou en tout cas les gens qui vont faire aussi de la randonnée de haute altitude, recherche, en fait. Parce que quand on revient, en tout cas, moi, je me suis toujours senti un peu emprisonné d'une certaine façon par plein de contraintes de la vie, du quotidien qu'on n'a pas nécessairement. On a d'autres contraintes, mais c'est des contraintes qu'on choisit, je dirais. Ouais. Puis ça nous ramène à une simplicité aussi, là. Tu sais, tu te rends compte que t'as pas besoin de grand-chose, là. Non seulement pour survivre, mais pour être dans un état de bonheur et de joie incomparable. C'est... Ah non, c'est assez... Puis quand on goûte à ça, ben on a toujours envie de repartir. Puis bon, il y a des gens qui vont dire que c'est une belle fuite, là. mais je pense que dans la fuite, il y a toujours une quête, en fait. Puis moi, c'est la quête qui est cet élan-là de repartir. C'est une quête qui était initialement peut-être plus personnelle, plus tournée vers moi. Puis là, ben de fil en aiguille, d'une aventure à l'autre, c'est aussi la quête d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller à la rencontre du territoire, de l'ailleurs, d'histoires à raconter. On va y revenir à ta quête et aux réponses, en tout cas, possiblement, que tu auras trouvées. Je vais passer maintenant à la présentation du parc régional du mois. Marie-France, on fait ça dans chacun de nos balados. Et ce mois-ci, c'est le parc régional de la forêt Ouareau.
Et je pense que tu as un lien avec le sentier national qui passe, entre autres, à travers Lanaudière. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. C'est dans ce qu'on appelle la Matawini, au nord de Lanaudière. C'est un grand parc qui couvre un peu plus de 150 kilomètres carrés et qui propose un vaste territoire pour les amateurs de plein air. On y accède à partir de différents secteurs. Alors, il faut faire vos recherches là, sur le web, mais il y a le secteur massif, il y a le secteur Grande Jetée, Grande Vallée, Pont suspendu et Contrefort. Le parc est doté d'un massif montagneux incorporant un réseau de sentiers multifonctionnels. Donc, on peut y faire de la marche, mais aussi du vélo, du ski de fond, de la raquette. C'est 120 kilomètres au total. Nombreux refuges. Est-ce que tu en avais utilisé lors de ta traversée? Oui, refuge et des lean-to aussi, du camping. Camping rustique. Ouais. D'ailleurs, ça permet justement d'allonger vos séjours de randonneurs. La forêt Waro, c'est traversée par une magnifique rivière, puis ça met aussi en lumière de nombreux lacs sauvages et une paroi d'escalade fantastique que j'aime énormément d'ailleurs, qui est reconnue et gérée par la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, et particulièrement cette paroi-là, si vous en faites de l'escalade de roche, c'est un endroit qui offre de multiples voies de différents niveaux, donc on peut autant partir en faire avec des enfants qui sont débutants et faire des voies qui sont pas mal plus difficiles. Tarif d'accès par jour, 7 $ par adulte, 3,75 pour les 6 à 17 ans. Donc, vous aurez compris que pour les 5 ans et moins, c'est gratuit. Et il y a des prix spéciaux pour les familles et les groupes. Les chiens, on me pose souvent la question, sont admis selon certaines périodes et certains sentiers. Donc, informe-toi avant de t'y rendre. Et ça, tu peux le faire facilement à parc, au pluriel, régionaux.org. Et en te rendant dans le secteur, tu vas pouvoir t'arrêter à la micro de la place, la micro-brasserie très carrée que tu vas trouver sur la route principale à Saint-Côme. Bonne bière, évidemment. Moi, ma préf, c'est une des meilleures au Québec. En tout cas, dans mon top 5 à moi, peut-être même dans mon top 3, c'est la double IPA qui est une ale dorée, voilée, avec des reflets de couleur safran. Petit arôme de papaye, pêche, mais c'est jamais trop fruité, une bonne amertume. Plusieurs excellentes autres bières aussi là au menu. Et depuis l'an dernier, il y a une superbe terrasse fort sympathique entre leur resto et la boutique. Donc, c'est un arrêt obligé et c'est encore mieux en soirée parce qu'il y a des petites lumières suspendues. C'est bien cute. Dehors, donc une belle place. Tu peux pas sortir de là malheureux, c'est clair. De l'autre côté de la pub, je te parle houblon toujours avec le brasseur en chef de la désormais bien connue microbrasserie Alchimiste de Joliette, Pierre-Antoine Chaussé-Castonguay. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la bière Charles Henry, fièrement brassée dans les sacs à dos partout au Québec, et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Et c'est le moment de notre segment collet, de notre balado. Et aujourd'hui, avec grand plaisir, on reçoit Pierre-Antoine Chaussé-Castonguay, qui est brasseur en chef chez l'Alchimiste à Joliette. Salut, mon cher. Salut, ça va? Ben, très, très bien, toi. Ben oui. Dis-moi, l'Alchimiste a fêté 20 ans en 2021, donc on est dans sa 21e année. Exact. Et il y a eu beaucoup de changements chez vous, justement dans les 3-4 dernières années, en tout cas depuis le changement de garde particulièrement en 2019. Et là, vous avez complètement revu, entre autres, la gamme authentique, vos 9 bières, il y en a qui vont s'ajouter, on en parlera tantôt. Mais tout d'abord, parle-moi un petit peu justement de l'historique de l'Alchimiste pour les auditeurs qui connaissent pas la microbrasserie. Bon, dans le fond, Alchimiste, ça a commencé en 2001 au centre-ville de Joliette. C'était juste un petit brewpub, là, un petit brewpub à côté de la place Manceau. Puis, la place Bourget, sur la rue Manceau. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça a commencé là. Là, au bout d'une couple d'années, là, je pourrais pas te donner les dates exactes. J'étais pas là dans ce temps-là. J'étais au primaire, moi. Mais fait que ça l'a déménagé dans le quartier industriel, mais ça a conservé le pub dans le centre-ville. C'est vers 2014 ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Puis, dans le fond, c'est ça. Une grosse usine qui a ouvert là, qui a agrandi avec les années. Entre-temps, il y a eu un premier changement de propriétaire, là, un coup que l'usine était installée. Puis, dernièrement, il y a eu un autre changement de propriétaire, là, ça va faire 2 ans et demi, 3 ans.
Donc, c'est ça. C'est Paul Brisset, dans le fond, là, de la compagnie de bière Brisset, qui était à Griffintown avant, qui a racheté ça. Puis, dans le fond, moi, je suis arrivé en même temps. Là, on regardait les recettes. Moi, je pensais qu'il y avait place à amélioration un petit peu. Moi, j'ai grandi avec cette bière-là. La première bière que j'ai bu, c'était la bière d'Alchimiste. C'est ça. T'es un gars du coin. Oui, exactement. Aussi. J'ai de la Naudière. Et ces bières-là, bien évidemment, comme n'importe quel produit, hein, les goûts évoluent, le marché change. Il y a quand même des classiques qu'on veut garder, mais auxquels on veut leur donner peut-être une petite touche justement un peu plus actuelle. C'est ça. C'était pas des mauvaises bières du tout. C'est juste qu'il était old school. Il avait pas beaucoup évolué dans les dernières années. Fait que quand on est arrivé, c'est ça. Là, moi, j'ai pris en charge d'un peu moderniser, dans le fond, les produits. Fait que la plupart des produits, je les ai repartis à zéro. Là. J'ai gardé le concept de base, mais je suis reparti un peu pour la gamme authentique, en tout cas. Puis, fait que, on a beaucoup travaillé sur notre blonde là, qui est rendue très bonne. C'était une bière qui avait pas vraiment de style avant. Là, il y avait rien d'écrit dessus. Et là, je suis capable de dire que c'est une Pilsner. Elle était assez anonyme. Hein? Oui, exactement. Mais là, on a travaillé beaucoup dessus. Maintenant, elle a plus de personnalité, disons-le comme ça. Exact. On a travaillé sur la blanche qui, elle, est carrément une nouvelle recette. Là. Il y en avait déjà une blanche alchimiste, mais là, on a travaillé, c'est avec la clémentine, la camomille. C'est quelque chose, c'est ça, d'un peu plus actuel, encore une fois. La IPA, on a travaillé un dry-up maintenant dedans, qui avait même pas... dans ce temps-là, parce que c'était pas à la mode de faire des dry-up, 15 ans. Puis sinon, la rousse, on a recommencé pas mal aussi. L'écossaise, ça, j'essayais c'était ma préférée avant. Fait que j'ai essayé de plonger dans les souvenirs puis de travailler avec ça. J'ai parlé beaucoup aux anciens propriétaires, aux anciens brasseurs avec Mike de chez Malmstrom pour essayer de retrouver un peu l'essence de ce qu'il y avait avant puis tout ça, puis de pas trop déroger de tout ça. Sinon, on a sorti au travers de ça dans la gamme authentique des nouveaux produits aussi. On a le Dry Stout qui est le plus récent. Sinon, on a sorti la Pale Ale qui est une Pale Ale anglaise qui en a pas beaucoup sur le marché. Non, intéressante celle-là quand même. Puis sinon, là, il y a la Sour aux framboises. Sinon, on va en sortir 2 autres là, d'ici le début de l'été. Là. C'est une Sour puis un style un peu plus classique aussi. Mais j'en parlerai. On en parlera quand ça sortira cet été. Moi, je suis bien curieux, Pierre-Antoine. Quelle bière as-tu revue en premier? En fait, on a, comme la plupart du monde ont dû remarquer, ou si vous n'avez pas remarqué, surprise, on a refait le branding aussi. Fait que dans le fond, toute la série originale qu'il y avait déjà, fait que la IPA, la blonde, la Bock, la rousse, l'écossaise, c'est comme le core là, du brand qui était là, que eux autres, on voulait toutes les relancer en même temps. Fait que là, on voulait pas relancer le nouveau produit avec un nouveau packaging sans avoir la nouvelle recette. Fait que c'est pas mal les premières que j'ai faites. Puis en même temps, on a sorti la Pale Ale en même temps que ces produits. Fait que donc, tu les as retravaillés en parallèle, là, chacune des bières pour arriver à ce que ce soit prête pour une nouvelle sortie, quoi. Exactement. On a tout travaillé ça en parallèle. On a sorti ça en mars 2020, si je me trompe pas. Oui, en mars 2020. Et là, c'est venu avec une campagne même publicitaire. Oui, maintenant, vous voyez les panneaux sur l'autoroute, tout ça. On a ouvert aussi un salon de dégustation à l'usine directement, vu que dans le fond, là, pour en revenir à l'histoire de l'alchimiste, ça a fermé le pub à la place Bourget. Ouais. Puis là, il n'y avait plus d'endroit où tu pouvais consommer vraiment d'alchimiste là, dans un bar, à part des bars qui achetaient des kegs. Mais là, on a ouvert un salon de dégustation, puis on a 15 lignes, puis à peu près la moitié des lignes, c'est juste des petits tests là, qui sont pas disponibles nulle part, là, qui sont disponibles juste en fût. Là. C'est ça qui est cool, c'est que ça, d'abord, c'est le fun pour le buveur, le visiteur qui vient chez vous, mais en même temps, ça vous permet aussi de tester certains produits auprès du public, non? Ça me permet de les tester, oui. Tu sais, pour la série Brasser la Naudière qu'on a sorti en parallèle à ça, là, qui est avec des producteurs de la Naudière, souvent, on travaille avec des produits qui sont pas, qu'il n'y a pas beaucoup de documentation sur comment l'utiliser dans la bière. Tu sais, j'arrive avec des framboises ou j'arrive avec des agrumes. Il y a des milliers de livres, des milliers d'articles sur Internet, des magazines qui parlent de comment l'utiliser. Sauf que quand j'arrive avec du saule, des branches de saule, ça prend pas mal de tests là, avant d'arriver à quelque chose puis de se dire, OK, c'est le même qu'on va l'utiliser. Fait que c'est ça, dans le fond, ça nous fait un peu une plateforme, une vitrine pour comme essayer ces affaires-là, puis ça nous donne un peu les feedbacks de d'autres mondes autres que juste l'équipe. T'sais. Quand on est juste l'équipe, c'est le fun, mais c'est pas tout le temps... Non, c'est ça, on veut aller à l'extérieur, on va avoir un avis de l'extérieur qui a pas le nez dedans. Là, je veux juste aller un petit peu plus loin. Tu me parlais de Brasser la Naudière, qui est une autre série, une autre gamme que vous avez. Et là, tu parles aussi de producteurs, mais pour nos auditeurs, les producteurs, c'est des producteurs
généralement agricoles. En tout cas, donne-moi des exemples un peu de produits que vous avez utilisés dans cette gamme-là. Bon, ben dans le fond, c'est ça. C'est avec des producteurs de lanaudière seulement, d'où le terme brasser lanaudière. Puis chacune des bières, dans le fond, on utilise un produit ou des produits d'un producteur en particulier. Fait que, par exemple, on en a fait une avec la ferme Bourdelais qui produisait des petits fruits. Sinon, il y a les Jardins des Noix qui, eux, produisent des noix nordiques. J'ai d'ailleurs même pas utilisé de noix vraiment dans la porter aux noix. Non, on a utilisé parce que j'ai une conscience écologique. J'essaie d'amener des process à la brasserie qui nous font utiliser moins d'eau, tout ça. Puis quand je vais voir les producteurs, souvent, je leur demande qu'est-ce que tu n'utilises pas dans ton produit. T'sais? Fait que quand je suis allé voir Alain Perrault du Jardin des Noix, il m'a dit, ben moi, quand je casse, j'ai ma machine pour casser les noix, je reste avec les coques des noix. Puis ça fait aussi une genre de poudre qui sort de ça. Fait que ça, je l'utilise pas. Tu peux l'utiliser dans ton fumoir ou des choses comme ça. Mais là, j'étais comme, je vais brasser avec ça. Fait que j'ai réutilisé ça. Sinon, quand même chercher... En fait, je trouve que ça va chercher plus de... Parce que dans le fond, un des problèmes avec les noix, c'est qu'il y a beaucoup de gras dans les noix, il y a des huiles, tout ça. Puis on veut pas avoir ça dans la bière. Fait que là, moi, j'ai trouvé des moyens de retirer l'huile des noix, mais sauf qu'en utilisant ça, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup moins de teneur d'huile dans ces sous-produits-là que dans la noix elle-même. Fait que ça réglait un peu mon problème en même temps. Puis c'est quand même... Ça va pas chercher exactement la même chose que les noix, mais on goûte les noix. C'est quand même intéressant comme... de toute façon, tu ne peux pas boire des noix, on s'entend. Non, c'est ça. Juste le petit rappel, le petit clin d'œil. Exactement. Et donc, là, tu travailles sur quoi actuellement? As-tu des surprises donc qui s'en viennent? Tu me parlais de 2 bières qui vont s'ajouter. Est-ce qu'on peut en parler? Ben, on peut en parler. Oui, on peut sûrement en parler un peu. Là. Fait que dans le fond, j'ai un premier... dans le fond, on a 2 nouveaux produits qui vont arriver cet été dans la gamme authentique. On a une gauze citron et thym. Citron, oui. Puis, qui est la première recette d'ailleurs que c'est pas moi qui va avoir créé depuis que je suis là. On commence à avoir une pas pire équipe de brasseurs, puis là j'ai des brasseurs qui commencent à prendre l'initiative, dire hey, je veux. C'est bon ça. C'est ça exactement. J'étais bien content. Fait que c'est nos brasseurs dans le fond qui ont créé cette recette là. Donc thym et citron. Ouais. Quand même pas. Fait que ça va être salé, thym, citron, c'est quand même. Intéressant. Ouais, c'est quand même bon. Puis sinon, dans les nouveaux produits qui vont arriver aussi, là, mais pour ceux qui savaient pas, beaucoup de monde qui savent pas, mais dans le fond, on a un gros chai maintenant avec beaucoup de barils, puis des barils de chêne, puis on laisse vieillir de la bière là-dedans. Puis là, dans le fond, on a une série de bières qui s'appelle la série Marion. Étant donné qu'on est sur la rue Marion. Ben oui, il y a un lien là. Exactement. Puis on fait beaucoup de barrel age. Fait que, on avait sorti à date, on a sorti des vins d'orge, des sortes impériaux, des fûts de Bourbon. On a sorti une saison... Brett, on a sorti une saison à l'Aronie puis au Cassis. Mais là, on va sortir, dans le fond, on va sortir d'autres saisons. Parce que là, on commence à avoir à peu près une centaine de barils. Fait que là, c'est le fun. On rentre là-dedans. Puis c'est vraiment comme un peintre avec sa palette de couleurs. Puis on goûte à tout. On fait des assemblages. On dit on va ajouter tel fruit là-dedans, tel houblon là-dedans. Puis là, on arrive avec des nouveaux produits. Fait que ça, c'est plate, mais je peux pas dire à l'avance qu'est-ce qui va sortir parce que je le sais moi-même pas. Je le décide un peu on the spot en goûtant les barils puis en ayant des flashs. Là. Écoute, il y a une question qui m'a déjà été posée. On me demandait pourquoi l'alchimiste est moins cher que les autres sur la tablette. C'est-tu parce qu'elle est moins bonne? Évidemment, c'est pas parce qu'elle est moins bonne. C'est parce que vous avez un gros pouvoir de production, donc plus de volume. Ouais, exactement. Tout simplement, c'est ça. Là. C'est qu'une petite brasserie, ils ont des moins bons prix sur les ingrédients principaux. Là. Fait que, tu sais, nous, en ayant un plus gros volume, ça nous permet on a des plus grosses machines, ça va plus vite. Fait qu'on peut sortir plus de bière en moins de temps. Exactement. Mais c'est ça, en payant moins cher, étant donné qu'on achète des plus grosses quantités. Là. Profitez-en. Et donc, des nouveautés qui s'en viennent pour l'été aussi. Surveillez ça sur vos tablettes parce que l'alchimiste s'est distribué partout au Québec, en épicerie, en boutique spécialisée aussi. Ouais, exact. En boutique spécialisée, on va retrouver plus les Marion, puis on va retrouver plus la série Brassée à Naudière. Dans les épiceries, c'est plus la gamme authentique, mais c'est rendu très facile à trouver. Là. Il y en a partout au Québec. Écoute, il nous reste un petit peu de temps, Pierre-Antoine. J'aimerais ça qu'on parle de Louis, parce que tu parlais justement d'initiatives de brasseurs chez vous. Et ça, c'est une gamme vraiment qui est dédiée à ça. Vous lâchez là-dedans, vous lâchez votre fou, vous faites des découvertes. Parle-moi-en un petit peu aussi. Ouais, mais en fait, la gamme Louis, elle a quand même une drôle d'histoire parce que à la base, on sortait cette marque-là pour être un genre de marque du taproom, dans le fond, d'être des produits justement que les brasseurs veulent brasser, puis ils s'amusent un peu, puis on fait ça directement au taproom.
Mais il est arrivé la pandémie, fait qu'on a dû retarder la construction du taproom parce que ça allait pas ouvrir de toute façon. Fait que là, on a sorti les produits un peu. Mais oui, à la base, c'est ça. C'est des produits Luli, c'est les brasseurs qui disaient hey, « moi j'ai le goût de brasser ça, on brasse ça ». Puis là, dans le fond, vous remarquerez que c'est plus en canette. T'sais, le plan n'a jamais été de mettre ça en canette beaucoup. Ouais. C'était surtout d'être au taproom. Mais là, étant donné que le taproom est ouvert, c'est plus là qu'on va retrouver cette série de bières-là. Mais il n'y en a plus en canette parce que ça n'a jamais été ça vraiment le plan. Mais ça se retrouve au taproom, la série Louis Louis. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous au taproom, au salon de dégustation sur la rue Marion à Joliette. Allez voir ça parce que on a une belle vue en plus sur... les brassins derrière sur la salle de brasse. C'est tout vitré. Il y a même la possibilité de faire des visites si on réserve à l'avance. Et puis, on va ouvrir les portes. L'été s'en vient. Exact. On va pouvoir prendre une bonne bière directement sur place et en goûter plusieurs parce que, bien évidemment, il y a des plateaux de dégustation qui sont disponibles. Merci Pierre-Antoine Chaussé-Gastonguay d'être venu nous rendre une petite visite comme ça en studio. Merci à toi. Merci, à bientôt. Salut. Alors donc, on parlait bière. Marie-France, t'aimes la bière toi aussi quand même? Oui. Hein? Ben oui, amateur. C'est mes origines irlandaises. Ouais. D'ailleurs, vous irez voir des photos de Marie-France sur son site. Tellement jolie, les cheveux roux. Ça rappelle la bière. Qu'est-ce que t'aimes là? Je te vois, tu prends aujourd'hui la sûre aux framboises, celle-là. La sûre aux framboises, qui est délicieuse. Moi, je suis déjà en mode estival. En fait, j'avais le goût de quelque chose de léger, fruité, en mode apéro printanier. Ouais, c'est ça, c'est que ça peut être le fun quand même. Moi, je suis pas amateur, là, je vais en boire quand même à l'occasion. Parce que je pense qu'il faut, même si on n'aime pas ou pas trop, faut continuer d'essayer. Oui. Mais c'est vraiment le fun, ça, justement, en terrasse, fin d'après-midi, en apéro. On commence par une bière comme ça, qui est un petit peu plus légère, plus fruitée. Oui, tout à fait. C'est super léger, ça se boit bien. C'est un petit jus, là. Tu parlais du parc de la Forêt-Ouareau, là, dans le secteur Pont-Suspendu. Les campings du secteur de la plage, là, sur le bord de la rivière, les deux pieds dans le sable, une petite sûre comme ça, là, bon ça spot. Va plutôt bien. Bon spot. D'ailleurs, oui, c'est très beau, ce coin-là du parc, le secteur du pont suspendu. De belles photos à faire, d'ailleurs, avec la rivière, puis les petits ponts là, qui entourent le grand pont suspendu. Entre autres, on suit une rivière tout le long du sentier. Là, c'est bien sharp. Donc, oui, je vais juste compléter parce que tu as marché cette portion-là de sentier. Ça, c'est une autre randonnée que tu as fait. Ça va peut-être ouvrir la porte à ce que tu as fait au Québec dans les prochaines minutes. Donc, le sentier national que t'as marché par section. Et tu as fait cette section-là, donc, dans l'Anaudière. Oui, en fait, le Sentier national, qui est un de nos bijoux de sentier au Québec, puis il y a certains tronçons dans certaines régions du Québec qui sont vraiment hyper sauvages, peu fréquentés. On peut se retrouver à aller passer une semaine sans croiser un autre randonneur, là. Pour moi, c'est fantastique quand on a vraiment envie de partir seul. J'aime beaucoup la rando en solo. Puis, donc, j'ai fait un 300 km, finalement, les tronçons du Sentier national dans l'Anaudière, le Matawini et en Mauricie. Ouais. Il y a moyen de faire jusqu'à 300 km là, qui est connecté. Puis là, on a appris récemment aussi qu'il connectait tout le secteur des Laurentides. Donc, je sais pas combien ça va cumuler, mais il va y avoir tout un beau tronçon connecté. Ça double presque, je pense, la distance. Et tu l'as dit, le mot-clé, c'est connecté. C'est que le sentier national qui existe, qui nous mène jusqu'en Gaspésie, peut pas se faire au complet sans quitter à un moment donné le sentier pour faire une portion sur la route, malheureusement. Donc, on fait pratiquement de la marche, j'allais dire pèlerine, à travers les villages pour compléter, mais il y a des portions extraordinaires. Tu as probablement fait une des plus belles portions en continu, en tout cas, du sentier national. Un sentier qu'on emprunte souvent, malgré nous, en tout cas souvent sans le savoir, à travers d'autres types de sentiers. Mais ce que vous voyez là, c'est facile, hein? C'est le petit carré rouge et blanc qui indique que c'est le sentier national. D'ailleurs, dans mon livre, là, si vous voulez avoir le tracé complet puis les explications complètes sur le sentier, j'en parle à l'intérieur. Donc, les gens l'empruntent souvent, justement, dans Charlevoix, par exemple. Aussi,
parce que la traversée de Charlevoix et le sentier des Caps aussi, c'est le sentier national. Ouais. Donc là, dans ce secteur-là, on l'emprunte un peu sans le savoir. Mais sinon, pour moi, tout le tronçon à Matawini et en Mauricie, c'est fantastique. C'est vraiment un sentier hyper sauvage. Bon, peut-être qu'il y a certains tronçons qui sont pas toujours super bien entretenus. Hein. Tu sais, les bénévoles font un travail fantastique, mais reste que c'est beaucoup de travail à entretenir, puis faire les corvées, tout ça. On n'a pas d'organisation encore bien huilée, comme par exemple l'Est américain. Exact. Ça s'en vient tranquillement. Je pense que si l'amour de la rando se développe comme elle se développe actuellement, on va finir par avoir plus de bénévoles. En tout cas, engagez-vous. si vous êtes libre, vous voulez aller donner un petit coup de main, là, ça vaut la peine. Ouais, mais donc moi je l'ai fait en été, en automne, en hiver aussi, ces traversées-là. C'est vraiment là pour la longue randonnée, c'est un terrain de jeu incroyable, puis surtout qui est méconnu, qui est peu fréquenté. Donc ce sentiment de se retrouver dans une nature sauvage, puis le fameux sentiment de liberté dont on parlait tout à l'heure, il est complètement là. Pour moi, c'est. Et là, on y est dans la micro-aventure. Tu parlais de faire des aventures comme celle-là de quelques jours au Québec, pas loin de chez soi. C'est le cas pour le Sentier national, là. Tout à fait, tu sais. Puis dans l'Anaudière, la Mauricie, on est à 2 heures à peine de Montréal. C'est facile de partir pour un week-end, comme pour une semaine, pour 2 semaines, comme je l'ai fait. Là, c'est super accessible et c'est dans notre cours. Je trouve qu'il y a certaines régions qui gagnent à être connues, puis on a intérêt à les découvrir ou à les redécouvrir avec un regard nouveau, parce que bon, oui, tu sais, il y a les sommets Instagrammables, puis oui, c'est beau la Mauricie, puis la Gaspésie. Moi, je suis tombée en amour avec la Gaspésie. Qui ne tombe pas en amour avec la Gaspésie? C'est sûr, mais il y a des endroits peut-être moins spectaculaires sur le plan esthétique, mais tellement plus sauvages, qui viennent évoquer d'autres types d'émotions en nous, puis qui nous proposent une autre expérience, t'sais. Puis sur lequel, dans des endroits où on peut s'entraîner, par exemple, si on a envie d'éventuellement aller parcourir des endroits encore plus sauvages. Je pense au Mont-Grou, je pense, de parcourir justement des sentiers moins bien balisés, moins bien entretenus. C'est des lieux qui progressivement peuvent nous permettre de s'entraîner ou de bien se préparer à des randonnées sur des sentiers non balisés, par exemple. Justement, comment tu te prépares, toi? Est-ce que tu es du genre à avoir ta liste déjà préfaite à laquelle tu coches tes items matériels ou vêtements, ou tu recommences un peu à chaque fois, tu as déjà une bonne base, tu disais que tes bottes étaient jamais loin avec une base de préparation. Comment ça se passe chez toi? Moi, je suis assez... J'aime être bien préparée quand je pars en rando. Puis là, avec le temps, c'est sûr que j'ai des tableaux Excel, mes kits de rando été, puis mon kit d'hiver, tu sais, avec mon équipement, puis j'adapte selon la durée, puis la météo, puis l'environnement où je m'en vais. Mais j'aime être bien préparée parce que je pense que la préparation, c'est la clé. Puis c'est ce qui fait qu'une fois rendu sur le terrain, on a plus de liberté. Et moins de problèmes. Exactement. Exactement. Ça nous donne, c'est plus de travail en amont, mais une fois sur le terrain, on peut juste en profiter puis oublier tous les aspects un peu plus techniques, logistiques de l'équipement, parce que c'est bien intégré. On a confiance aussi en notre équipement. Tu sais, la confiance, c'est la clé, là. Confiance en soi, en nos partenaires d'expédition ou d'aventure, mais en notre équipement aussi. Donc, pour moi, partir bien préparé, c'est juste pouvoir me délester au maximum une fois sur le terrain puis en profiter pleinement. Tu as fait pas mal de rando en duo, en trio, mais beaucoup seul aussi. Donc ça aussi, ça demande une certaine autre préparation. J'imagine que tu as acquis ta confiance justement avec des partenaires de route d'abord, avant de te lancer seul. J'imagine que tu prends des précautions, comme dire aux gens où tu es sur le sentier, ou à peu près tu restes quand même en communication, j'imagine, fréquemment avec des gens. Tout à fait. Surtout quand je pars seule, parce que les gens autour de moi apprécieraient pas, je pense, que je parte. Mais quoi que ça, c'est vraiment de notre époque, parce que, je veux dire, il fut un temps où on pouvait pas tenir les gens informés. Puis d'ailleurs, tu sais, la fois où je suis partie pendant 16 jours faire le 300 km en Matawini, en Mauricie, j'étais partie avec une balise spot. Ouais. Puis elle a fait défaut pendant 4 jours, pendant les 4 derniers jours de ma randonnée. Puis là, tout le monde s'est tellement inquiété. Je suis arrivée dans le parc national de la Mauricie. Dès que j'ai eu du réseau, les textos se sont mis à rentrer. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, OK, là, les gens s'inquiètent sérieusement. C'est un peu débossant en même temps aussi, là.
Ben oui, c'est très débossant. Puis c'est surtout que là, tu sais, ça devient des béquilles, puis on se fie à ça, mais la minute que ça nous fait défaut, c'est quasiment pire parce que les gens s'attendent à recevoir des messages. Fait que suite à ça, je me posais la question, tu sais, est-ce que c'est pas mieux des fois de juste partir en confiance? Mais là, ça, c'est une question d'évaluation des risques puis d'expérience. Puis... As-tu rencontré des bêtes? On me pose souvent la question en conférence. Est-ce que tu as déjà rencontré un ours? On fait quoi avec un ours? C'est toujours ça qui revient, tu sais. On me pose tout le temps cette question-là, moi aussi. Les gens veulent donc savoir en nos rencontres animales. Puis moi, j'en ai souhaité des rencontres animales. Tu sais, avec mon appareil photo, j'ai le goût d'en rencontrer un ours, tu sais, mais j'ai le goût que ça se passe bien, c'est sûr, puis qu'il soit photogénique puis sympathique, tu sais. Mais... non, en fait, j'ai jamais eu cette chance-là, tu sais, à part des écureuils, des ratons laveurs. Puis, tu sais, il y a une anecdote que j'ai justement là, encore sur le fameux sentier national en Mauricie. Tu sais, je pense que j'étais rendue le jour 13 ou 14. Il me restait 2 jours avant de finir ma traversée. Tu sais. Puis, en tout et partout là, j'avais croisé 2 humains, tu sais, au camping Saint-Bernard, au début du Sentier national en Mauricie, mais sinon, là, pas d'être humain, là. Fait qu'on dirait que tes sens deviennent tellement plus aiguisés, plus développés du fait que, ben, t'es comme complètement à l'écart de toute source de distraction, de tout stimuli, tu sais, puis il y a quelque chose qui te ramène à ton essence, tu sais, puis qui fait ressortir un peu les sens plus primaires, plus primitifs. Puis, à un moment donné, je suis sur le sentier, puis je me sens vraiment poursuivie, là. J'ai l'impression qu'il y a un animal qui me suit. Là. Je me dis, ben il y a quelque chose. Il y a un orignal, un ours. Je sentais que c'était quelque chose de gros, tu sais, puis je sentais une présence. Fait que tranquillement, ben tu sais, je déclippe mon appareil photo, j'ajuste mes settings, je me prépare. Là. Je me dis, là, c'est ma chance. Je vais pas le manquer. Je vais pas le manquer. Puis là, tu sais, soudainement, je sens que ça se rapproche. Puis je sens vraiment cette présence-là. Puis je me revire assez rapidement, tu sais, d'un coup sec, en étant prête à déclencher. Il y a rien pantoute. Rien. Là, j'attends, j'observe. Il y a un peu de vent. Tu sais, il y a même pas un écureuil. Rien du tout. OK, tu sais, je continue. Je reclippe mon appareil photo. Je continue à marcher. J'ai le même sentiment qui me poursuit encore. Tu sais, il y a quelque chose qui me suit. Je me sens dans mon dos. Là, il y a vraiment... Il y a un animal qui me suit. Là, je suis pas folle, tu sais. Même chose, je ralentis le pas, je prends le temps, je me dis, je vais le laisser s'approcher, je vais pas faire de bruit. Puis là, soudainement, il y a un chien qui arrive, qui me passe rapidement, puis un coureur en trail running qui s'arrête, puis là, qui me voit avec mon sac à dos, qui dit « Wow, OK, toi, t'es parti depuis un bout de temps, hein? T'es équipé pour plusieurs jours. » Puis écoute, je l'ai senti venir, là. Ça a duré un bon 40 minutes, ça. Puis à la vitesse où il allait, ça veut dire que je l'ai senti venir, là. Il était comme... Il était dans le sens du vent, là. Il était plusieurs kilomètres plus loin. Ouais. C'est un peu fou. Je me disais, mais voyons, ça se peut pas que je l'ai senti à ce point, tu sais, que vraiment mes sens se sont comme aiguisés puis redéveloppés au point de pouvoir le sentir venir de si loin. Ça loin. prouve qu'au quotidien, on est tellement sollicités de partout que finalement, ils sont complètement brouillés, ces sens-là. Totalement. On les retrouve comme ça quand ça fait quelques jours en forêt. On entend des choses qu'on n'entendrait pas. On a des sentiments qu'on n'aurait pas. Alors ça, c'est assez fantastique quand même. Tu me parlais tantôt du sentier en Gaspésie. Une fois que tu as fait ces portions-là du sentier national, là tu as fait vraiment le sentier international des Appalaches, mais Gaspésie, la portion de 650 km, quelques jours encore. T'étais à Solo là aussi, non? Oui, exactement. Puis ça a été mon projet de pandémie. À l'été 2020, moi, je devais partir faire la Transat Québec-Saint-Malo. J'étais reporter de bord pour une équipe de voile océanique, puis je devais les accompagner. Ça faisait 2 ans, en fait, que je suivais l'équipe qui se préparait pour la Transat. Et puis, on connaît la suite, hein. La pandémie est arrivée, tous les événements ont été annulés. Puis moi, je me suis retrouvée cet été-là. Puis en fait, cette année-là, tous mes projets professionnels étaient planifiés à l'international. Donc, je me suis retrouvée pour la première fois depuis longtemps, complètement à l'arrêt, avec rien devant moi, sentiment de vide. Ça a été une période assez difficile, je te dirais, de remise en question, puis de me demander ça allait être quoi la suite, professionnellement. Puis,
j'ai décidé de faire ce que je fais souvent dans les périodes plus difficiles de ma vie, c'est-à-dire partir marcher. Donc, en l'espace d'un mois, j'ai planifié la traversée du Sentier international des Appalaches. Assez sur un coup de tête, là, j'ai posté mes boîtes de ravitaillement à la dernière minute. J'ai pris l'autobus, puis je suis partie pour la vallée de la Matapédia, là, où le sentier débute. Puis ça a été 38 jours, 650 kilomètres, une expérience extraordinaire parce que j'étais déjà allée en Gaspésie, mais j'avais jamais visité vraiment la Gaspésie. Puis là, de découvrir cette région magnifique. Par l'arrière-pays, là, cette fois-ci, complètement. Ouais. J'ai connecté avec la Gaspésie. Là, j'ai senti tous les dénivelés, le vent, la pluie, la réserve faunique de Matane, entre autres, où les chic-chocs, c'est plusieurs sommets par jour. C'est très sauvage. Puis la diversité aussi de cette région-là, on commence dans la vallée de la Matapédia, qui est un segment quand même assez sauvage, puis un bon test aussi pour la suite, parce que c'est pas le tronçon le plus facile là, du SIA. Puis ensuite, on arrive dans la réserve faunique de Matane, dans le parc national de la Gaspésie, en Haute-Gaspésie, on longe toute la côte gaspésienne jusqu'à Forillon. Donc la diversité de ce paysage-là entre mer et montagne est absolument incroyable. Puis ça a été donc un coup de foudre pour la Gaspésie, mais aussi un gros déclic personnel et professionnel de mon envie de me réapproprier davantage le territoire québécois. C'est vraiment là que ça a débuté, cette envie pour la micro-aventure. Bon, le SIA, c'est pas tant micro en termes de durée, mais ça respecte cette idée du plein air de proximité, de découvrir notre région. Puis, je réalisais en fait que tout ce que je cherchais ailleurs, à l'étranger, l'exotisme, la magie des grands espaces spectaculaires, que je pouvais le retrouver ici finalement, qu'on n'avait rien à envier à d'autres provinces ou à d'autres pays, puis qu'au Québec, on avait des territoires sauvages, plus grande nature, fantastiques. Puis c'est là que l'envie de redécouvrir ça est apparue. Puis aussi, ça a suscité un questionnement, sur mon propre rapport au territoire québécois, à mon environnement immédiat, puis ma vision de l'aventure. Qu'est-ce que ça représentait finalement, partir à l'aventure pour moi? Est-ce que c'est vraiment me confronter toujours à des paysages spectaculaires ou à des défis incroyables, ou si des fois ça peut pas être un peu plus soft, un peu plus sobre, mais que je peux pas en retirer une expérience qui va quand même me marquer puis me transformer, Et te remplir. Ouais. D'une certaine façon. Donc, cette expérience-là en Gaspésie, tu le dis, ça t'a marqué aussi, un peu comme le Kilimanjaro, une autre étape dans ta vie de randonneuse qui te marque et qui t'amène ailleurs professionnellement, mais aussi ailleurs au niveau de tes aventures, parce que là, t'as connu le Québec d'une certaine façon davantage, t'as le goût d'autre chose, et là, tu prépares les Monts Groulx, et là, tu te dis, tiens, ça y est, là, je vais voir un petit peu plus au nord. Moi, au retour du SIA, là, ça a été très intense, là, ma piqûre de la randonnée, là. Vraiment, j'ai vécu dans mes bottes de rando et dans mon sac à dos, là. Cette année-là, j'ai parcouru presque 2000 kilomètres sur les sentiers du Québec. Je voulais tout voir, tout découvrir, tous les marchés. J'avais vraiment cette soif de découvrir le territoire québécois, des endroits que je connaissais, des nouveaux endroits aussi. Puis c'est ce qui m'a mené à l'hiver 2021 à faire la traversée hivernale des monts Wapishka, les fameux monts Groulx. C'était un territoire auquel je rêvais depuis un moment. On en entend quand même parler, quand on est dans le milieu de l'aventure. Et de plus en plus, d'ailleurs. Et de plus en plus, ça gagne en popularité, comme bien des endroits au Québec. Donc, je suis partie pour cette traversée-là, tellement excitée, fébrile de découvrir cet endroit-là, parce que j'ai vraiment une affection particulière pour la Côte-Nord, mais je connaissais pas ce secteur-là de la Côte-Nord. Hein. La Côte-Nord, souvent, on a le réflexe d'aller sur la 138, de faire la route des baleines. On reste collé au fleuve. On reste collé au fleuve, mais il y a tout un monde quand on quitte le Saint-Laurent, puis qu'on s'en va vers les montagnes. Puis là, ça a été une rencontre magique avec le massif montagneux des monts Wapishka, avec un environnement tellement sauvage, presque hostile, au climat vraiment
faut quand même être téméraire pour partir là en hiver, faut être bien préparé. Puis je savais que ça allait être une expérience qui allait me changer, tu sais. Puis professionnellement, ça a été c'est là qu'est né le projet documentaire Wapishka sur lequel je travaille en ce moment, qui est en développement depuis 1 an, puis que là on vient de lancer plus récemment, puis qui va occuper... Ça aboutit, ça va se faire, ça va occuper ma prochaine année, puis c'est un projet que j'affectionne particulièrement parce que je pense que c'est vraiment la rencontre de mon côté documentariste, humaniste, qui a envie de se pencher sur des sujets finalement très très humains, sociaux aussi. Puis l'aventurière en moi qui a envie de parler d'aventure, mais de parler d'aventure en termes peut-être plus intérieurs, psychologiques, qui s'intéresse à l'expérience, à l'impact, puis à comment la nature puis la rencontre avec le territoire nous transforme comme individus. Puis comme groupe aussi, quand ça se passe en contexte d'expédition en groupe, comment cette expérience-là va nous transformer, puis va avoir un impact sur le reste de notre vie, tu sais. Parce que moi, je l'ai vécu, mais en parlant aussi avec plein de gens, puis tantôt tu le disais aussi, tu sais, cette expérience-là, je pense qu'elle est assez commune de vivre quelque chose de marquant puis de transformateur. Ouais, c'est assez fascinant quand même, hein, les impacts sur les comportements, sur la vie des gens au retour, justement, puis pendant qu'ils sont là aussi, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de l'étude de l'humain qui est fascinante là, à explorer. Ouais, tout à fait. Puis moi, le grand constat, c'était que j'arrivais dans les monts Wapishka, je m'en allais faire la traversée de ce territoire-là, qui est en fait au cœur du Nitassinan de Pessamit. On est en territoire Innu, puis ce que je réalisais, c'est que je connaissais à peu près rien du peuple Innu, de leur culture, de leur histoire, de leur langue, de leur territoire. Et j'ai eu envie d'aller à la découverte. À leur rencontre, exactement. Puis le projet Wapishka, c'est ça aussi. Ça part d'une rencontre qu'on a fait à la station Wapishka, qui nous servait de camp de base un peu pré-départ. On était à la veille de la traversée, puis on discutait, on finalisait les derniers préparatifs. Il y a toujours une petite fébrilité dans l'air hein, quand on est à la veille du départ. Là, on est un peu excités. Puis il y avait un jeune Innu de la communauté de Pessamit qui travaillait à la station à ce moment-là, puis qui nous regardait, tu sais, qui écoutait la conversation. Puis à un moment donné, il s'est joint à notre échange, puis il nous dit, moi je trouve ça vraiment impressionnant, tu sais, de voir des gens comme ça qui se préparent à aller traverser ce territoire-là en plein hiver à pied. Tu sais, pour moi, ça serait un rêve un jour de faire ça, mais ça me semble pas quelque chose qui est accessible. Tu sais, nous, moi, je vais en motoneige sur ce territoire-là, mais à pied comme ça, en raquette. Alors qu'ici, c'est chez nous. Tu sais, mes ancêtres occupaient ce territoire-là, le parcouraient à pied, en hiver, en raquette. Donc, ça serait un peu un rêve de faire ça à un moment donné. Tu sais. Et puis, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, faisons-le. Tu sais, il faut le faire. Il y a là une occasion de créer un projet commun, un projet d'expédition interculturel entre autochtones et allochtones, puis de créer une occasion de rencontre sur le territoire. Puis évidemment que je voyais l'opportunité de raconter cette histoire-là, puis d'en faire un projet documentaire. Et là, donc, tu as amassé des fonds, tu as réussi à réunir des fonds pour produire ce documentaire-là. Et là, vous allez être en préparation. Ça va se tourner à quel moment? Est-ce que ce sera cette année ou en... Oui, en fait, l'expédition va avoir lieu à l'hiver 2023, au mois de mars. Mais dès l'automne, il y a un programme de préparation qui va débuter. Là, dans les prochaines semaines, on débute le recrutement des participants pour former le groupe qui va prendre part à l'expédition. Puis dès l'automne, ils vont débuter un programme de préparation physique, psychologique, technique aussi, parce que c'est des gens qui auront peu ou pas d'expérience en longue randonnée hivernale. Donc, on veut s'assurer que ça se passe de façon sécuritaire, qu'ils soient bien préparés. Et donc, ce programme-là va s'étaler durant l'automne, l'hiver, et au cœur de l'hiver, en mars, on va partir pour la traversée des monts Wapishka. C'est vraiment... Il faut falloir que tu reviennes nous raconter cette expédition-là, puis l'expérience, puis le documentaire, absolument, parce que j'aime beaucoup entendre ça, de quoi tu racontes cette façon-là de pouvoir lier les deux peuples dans le cadre d'une expédition. Ça me touche pas mal. J'ai bien hâte
de pouvoir regarder ça. T'as une web série aussi qui s'appelle La virée du Saint-Laurent. Ça va être diffusé dès mai. Là. Ça sort là. Ouais, ça sort le 2 mai. En fait, ça, c'est un projet bonbon. L'été dernier, j'ai accompagné le groupe Qualité Motel dans leur fameuse virée du Saint-Laurent. La virée du Saint-Laurent, c'est une tournée musicale à voile. On a fait la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, 22 jours de périple et de tournée. Ça a été vraiment, vraiment une super belle expérience, des belles rencontres aussi, parce que c'était pas que des spectacles, c'était aussi des nettoyages de berges. Donc, à chaque endroit, il y avait l'intention de laisser la plage plus propre qu'elle était à notre arrivée. Puis aussi des rencontres avec des riverains inspirants, des gens qui ont une affection, une relation particulière avec le Saint-Laurent, qui le protègent, qui l'aiment, qui l'honorent. Donc, c'est des rencontres humaines aussi. Puis la web-série, c'est une invitation à prendre part à ce voyage-là puis à voir un peu les dessous de l'aventure. Et ça, on va pouvoir voir ça à quel endroit? En ligne, dès le 2 mai. Donc, ça va être partagé sur les réseaux sociaux là, de la virée du Saint-Laurent, de Qualité Motel. Nos partenaires, c'est présenté par TELUS, la web-série. Donc, ça va être disponible sur le web. Génial. En tout cas, je vais te réinviter. Merci de t'être prêté au jeu pour ce balado. Bien, ça me fait grand plaisir. Merci de l'invitation. Merci aussi encore à Pierre-Antoine Chaussé-Castonguay de l'Alchimiste d'être passé. Sur le prochain balado du 1er juin, je vais recevoir Dominique Arpin, que vous connaissez bien, qui anime Vlog à TVA les dimanches soirs, mais qui va venir cette fois-ci nous parler de sa van aventure qui se termine, surtout des randos qu'il a pu effectuer lors des enregistrements des épisodes de la série et peut-être nous dévoiler ce qui s'en vient de nouveau pour lui dans les prochains mois, qui sait. Merci également à toi qui est à l'écoute toujours, balado après balado. Je te dis salut et surtout, top rando! Sommet et Collet vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles Henry. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui sauront plaire à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.